Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous qui nous permet de déplier des histoires autour de l'exposition Transparence, que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir ou que cette conférence vous donnera très certainement l'envie de parcourir. Transparence qui donc explore à travers cette notion, mais aussi cette dimension très matérielle, l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, qui permet de porter un regard à chaque fois renouvelé, et Dieu sait si l'œuvre d'Yves Saint-Laurent est riche. Ici, le point de départ de notre échange, il part d'une réflexion qu'on est nombreux, je pense, à avoir eue, qui m'a traversé l'esprit quand l'exposition était encore dans sa genèse. Certains d'entre vous l'avaient peut-être découvert dans une précédente version à Calais. Et quand je réfléchissais à pourquoi donc Saint-Laurent était-il intéressé par ce dévoilement des corps, par ces logiques d'apparition, de disparition de certaines parties du corps féminin, dans ce jeu des matières, une des pistes qui m'avait intéressée, c'était d'explorer son goût que l'on connaît, que je connais moi superficiellement, mais je vous rassure, mes deux camarades ce soir sont bien plus experts en la question. Je m'étais dit que son goût de la scène et son goût des corps mis en scène sous les feux de la rampe y était peut-être pour beaucoup. Alors, j'ai donc avec moi, pour tenter d'élucider peut-être pas élucider l'hypothèse, mais en tout cas l'étayer plutôt, j'ai deux complices, Delphine Pinaza, du Centre national du costume de scène à Moulins, qui va nous faire le plaisir de partager un éclairage éclairé sur le costume de scène, qui est assez unique en son genre, l'institution que vous dirigez, qui est donc consacrée à ces vêtements qui n'ont pas vocation à exister dans la rue, mais précisément sur les scènes de théâtre, de cabaret, pour les danseurs, pour les chanteurs, pour les performeurs au sens très large du terme. Donc votre expertise va nous être très précieuse pour tenter d'éclairer ces hypothèses, comme je vous disais. Et à côté de moi, Domitille Elbé, qui est une personne centrale ici, au sein du musée Yves Saint-Laurent, et qui va nous permettre de comprendre, avec cette vie et ce travail d'Yves Saint-Laurent qui était très familier, avec les collections dont tu t'occupes, tu vas nous permettre aussi de revenir sur certains modèles, sur certains moments, parce que définitivement, on va faire un parcours un petit peu biographique. On va essayer de comprendre justement comment à différents moments dans la vie d'Yves Saint-Laurent, il y a eu des proximités, des échanges. Et peut-être, pour commencer donc assez tôt dans sa vie, quelque chose qui m'était familier, mais voilà, perçu avec un peu de distance, j'avais ce souvenir que très jeune, enfant, Saint-Laurent avait un peu ses rêves de théâtre, comme on les a appelés, et que peut-être dans ses premiers souvenirs aussi qu'il a pu confier à ses différents biographes, qu'il a lui-même exprimé dans des interviews ou autres, revenait très souvent cette idée que peut-être ses premières émotions venaient notamment du théâtre. Alors Domitille, est-ce qu'on peut commencer par éclairer? Je parle beaucoup d'éclairage, mais vous comprendrez, on est dans le théâtre. Nous donner quelques clés de compréhension pour cerner un peu ces différentes images ici à l'écran. En effet, donc on vous présente ici des croquis de Christian Bérard avec à côté une photo du décor de l'École des femmes qui a été costumé et décoré pour la mise en scène de Louis Jouvet en 1936 à l'Athénée et qu'Yves Saint-Laurent va découvrir en 1950 à Oran. Et c'est vraiment son point de départ pour lui. Il dit que c'est une véritable révélation de la découverte du théâtre et aussi du travail de costumier et de décorateur. Et c'est à partir de ça qu'il va commencer à créer tout un imaginaire autour du théâtre, à créer notamment ce qu'il a appelé l'illustre théâtre, où il a un théâtre en fait en carton, où il avait des personnages qui décoraient, qui costumaient plutôt, et les décors qui allaient avec. Et donc
il insistait beaucoup sur ce point de départ dans les décors de Christian Bérard, qui est aussi un artiste décorateur qui l'a beaucoup inspiré ensuite. Donc il faut imaginer un très jeune Saint-Laurent. Il a quel âge quand il voit cette pièce à Oran? En 1950, il a 14 ans. Et il est né en 1936 d'ailleurs, quand a été créée cette pièce et ce costume. Donc c'est tout un destin qui se profile ici. Donc il faut imaginer, vous êtes peut-être aussi, vous avez peut-être lu certaines biographies de Saint-Laurent. Donc c'est ce jeune adolescent qui est dans une ville qui n'est pas Paris, qui est par définition assez éloignée de ce centre à la fois culturel, artistique, qui a accès à ça. Alors on le sait, il a accès à la mode par les magazines, mais là il a cette chance de voir cette performance, et on peut imaginer l'effet que ça a dû avoir sur lui. C'est pas donc que les décors, c'est pas que le jeu des acteurs, c'est aussi les vêtements, c'est un tout. Est-ce que tu te souviens un petit peu de comment il en parle? Qu'est-ce qu'il raconte en fait de ses premiers émois face au théâtre? Oui, alors on a une citation justement de lui, où il dit « Lorsque le rideau s'est levé, devant le décor prestigieux de Bérard, lorsque la maison s'ouvre sous un procédé mécanique et on voit le jardin, on voit Agnès qui apprend à Jouvet que le petit chat est mort, ça a été une émotion extraordinaire, et d'ailleurs je crois que c'est la plus extraordinaire que j'ai eue de ma vie. » Ce qui est quand même assez fort. C'est assez fort, donc on imagine ce jeune garçon de 14 ans complètement happé en fait par la magie de la scène et toutes ces différentes composantes qui font ce jeu théâtral. Alors, pour nous aider justement à comprendre un petit peu ce contexte, Jouvet, l'école des femmes, Bérard, ça représente quoi dans ce milieu du XXe siècle français, dans cette culture du théâtre, et aussi de ses décors et de ses costumes, Delphine? Oui, bonsoir. Ça représente beaucoup parce que ce sont des noms déjà qui parlent encore aujourd'hui, ce qui n'est pas la moindre des choses. Évidemment Louis Jouvet, qui était à la fois un homme populaire, qui a fait bien sûr du théâtre, qui est un metteur en scène, mais qui a aussi fait du cinéma et qui a apporté une nouvelle vision dans tout un contexte de cartel et de réflexion justement avant la Seconde Guerre mondiale et un peu après aussi, justement sur ce que c'est qu'une mise en scène et comment relire notamment une œuvre de Molière. Et cette mise en scène de l'école des femmes, qui a été créée en 1936, elle a fait date. Parce qu'effectivement, sa mise en scène, son élaboration et notamment les décors conçus par Christian Bérard ont aussi surpris tout le monde. Même si elle a été critiquée, en tous les cas, elle avait été remarquée et c'est très intéressant de voir que certains éléments existent encore, notamment ces maquettes qui sont donc dans le fond Saint-Laurent, les dessins que nous avons pu voir juste avant. Si on pouvait revenir juste dessus, parce que moi, en les regardant, il y a des éléments qui m'ont interpellé, c'est que Christian Bérard, autre artiste prolixe, artiste majeur du XXe siècle, jusqu'à sa mort, à la fois illustrateur, décorateur, costumier, qui a travaillé, qui a baigné dans cet univers Cocteau, Coquenot, Roland Petit, etc., dont on parlera tout à l'heure, a dessiné justement, et si vous regardez la maquette, c'est assez rare de voir ce genre de dessin, on a à la fois les décors et les costumes sur la même représentation. C'est toute une époque où, à cette époque-là, souvent les décorateurs réalisaient aussi les costumes. Ça évoluera par la suite, et notamment à partir des années 60, où là, le décorateur ne s'occupe que de la création des décors et de la scénographie, et que un créateur costumier s'occupe des costumes. Donc là, on est encore à cette époque où le décorateur va faire les deux, évidemment dans un souci esthétique, artistique, d'unité. Mais cette maquette, en tout cas ces maquettes, ces deux dessins, maquette est le terme de dessin, dans le théâtre, qui est ce parallèle à deux moments différents, parce qu'en fait, l'ingéniosité de cette mise en scène, c'était que le décor que vous voyez mieux sur la photo, il s'ouvre un moment, et donc on passe de la maison au jardin, et c'est ce qui a certainement fait faire des hollas à tout le monde dans la représentation. Et certainement que la jeunesse aussi, les Saint-Laurent, c'est des émotions de jeunesse qui gardent généralement et qui perdurent à l'âge adulte. Et donc, c'est un succès considérable qui explique peut-être aussi une tournée. Alors, effectivement, une tournée, et Molière évidemment tourné partout, et le Bourgeois gentilhomme qui avait été créé à la Comédie Française a été vu dans tous les pays, etc. Donc c'était des spectacles qui étaient de toute manière diffusés, qui diffusaient la culture française. Et pour citer d'autres créateurs comme Christian Lacroix, qui est par ailleurs
président du CNCS, lui-même a assisté à des représentations. Et il disait, mes parents m'amenaient au théâtre, m'amenaient au spectacle, j'ai vu des opéras, et en montant chez moi, je redessinais, etc. Ce que beaucoup aussi revendiquent dans leur enfance. Donc c'est intéressant de voir que ces couturiers sont passés quand même déjà par le théâtre, au moins dans les émotions, avant de commencer aussi une création. Oui, puis c'était l'émotion, pour le coup, de la performance vivante de la scène qui devait être aussi très forte. Et quand vous êtes dans un théâtre, dans le noir, devant des acteurs, etc., il y a beaucoup d'émotions qui peuvent passer. Oui, et impressionner, inspirer un jeune esprit. Il me semble qu'il y a une histoire intéressante qu'on voit ici évoquée dans la légende. Donc ça, c'est des pièces que vous conservez à Moulins, mais elles ont quand même un lien avec les lieux qui nous accueillent ce soir. Absolument, surtout qu'on les conserve pas depuis si longtemps. Donc ce costume, entre autres, c'est le costume qui était porté justement par Louis Jouvet pour le rôle d'Arnolphe dans l'école des femmes, a longtemps été dans cette maison, ou tout au moins dans les réserves de cette maison, puisque Pierre Berger, quand il a été directeur du théâtre de l'Athénée, donc du théâtre de Louis Jouvet, donc on retrouve toujours ces liens, il a découvert ces costumes, il les a préservés, il les a fait préserver évidemment par la Fondation. Et c'est dans le cadre de la succession Pierre Berger que ces costumes ont été donnés au CNCS. Et nous sommes ravis évidemment de pouvoir les conserver. Et là, j'ai mis juste un petit lien de ce costume aussi pour la transparence. C'est un costume qui de facture historique, mais qui est réalisé en crin. L'habit est entièrement réalisé en crin, qui est un matériau très utilisé dans le spectacle. On en parlera peut-être tout à l'heure, qui a une certaine rigidité. Mais alors, j'ai pas de raison particulière à donner, mais en tous les cas, c'est intéressant justement de voir aussi l'utilisation de ces matériaux innovants. Et donc, on a évoqué à l'instant, Domitille, à partir du moment où il faut imaginer ce jeune Saint-Laurent qui rentre chez lui, frappé, animé par toute cette créativité très vivante devant lui, et donc il se lance dans un jeu, mais qui dépasse finalement ce contexte d'un jeu d'enfant ou d'adolescent. Alors maintenant, on a la vision rétrospective, et on se dit c'est un moment décisif, mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre un tout petit peu qu'est-ce que c'est que ce petit théâtre qu'il va réaliser, cet illustre théâtre? Oui, alors malheureusement, il n'y a pas d'images qui ont été conservées, ni de maquettes ou quoi de cet illustre théâtre. On a des citations d'Yves Saint-Laurent qui en parlent, et donc on imagine en effet cette caisse d'1,50 m où il avait ces petits personnages, la machinerie comme il le dit dans cette citation aussi. Et il y a ses sœurs aussi qui ont témoigné, qui rappellent leurs souvenirs, où Yves Saint-Laurent les invitait le soir pour assister à cette représentation du petit théâtre. Elle recevait une petite invitation. Et donc Yves Saint-Laurent, à partir de ça, s'imaginait vraiment décorateur et costumier. Et on conserve par ailleurs des maquettes, qu'on peut voir juste après. Donc ça, c'est que des projets qui n'ont pas vu le jour, c'est vraiment lui qui imagine des décors et des costumes. Donc là, c'est un exemple pour la pièce Renaud et Hermite de Cocteau, qui avait été montée en 1947 dans les décors et costumes de Bérard. Mais apparemment, c'est pas si proche de ce qu'a fait Yves Saint-Laurent après. Mais en tout cas, il est toujours dans ce monde, a beaucoup s'inspiré des pièces de Jean Cocteau. Il a aussi fait imaginer des décors et costumes pour l'Aigle de Tête en 1951, ou encore pour la Reine Margot en 1953. Donc vraiment, il se projette dans ce monde-là. Oui, ça c'est très frappant, je trouve, parce qu'il fait des choses un petit peu similaires avec la mode en même temps. C'est-à-dire que c'est un adolescent, à nouveau très loin de Paris, qui, pour des raisons diverses, a ce rôle de centralité pour la scène théâtrale et bien sûr le monde de la haute couture. Et il faut imaginer que voilà, il joue précisément pas juste comme un enfant, il y a quelque chose de très informé, c'est-à-dire qu'il va citer des noms, il est très au courant de qui fait quoi, qui sont les acteurs, qui sont le fait qu'il ait identifié Bérard par exemple. Donc il y a quand même cette connaissance, et c'est peut-être là qu'on se dit que ça devient vraiment une vocation et plus qu'un passe-temps d'adolescent, non? Oui, tout à fait. Il se projette vraiment dans ce monde-là, et c'est des maquettes qui sont quand même assez précises. Peut-être que vous pouvez parler de la technique. Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça, c'est vrai que c'est assez fréquent, récurrent, mais pas systématique, que tout ce qui va être dessiné, notamment pour les décors de spectacle, soit sur un fond noir. Ah oui, donc même là, il limite aussi... Voilà, moi, c'est ma remarque, en tous les cas, je ne sais pas, mais parce qu'on est dans le noir du théâtre, en fait. Donc, cette technique, elle est souvent utilisée dans le spectacle, et à ma connaissance, pas trop dans la couture ou dans la mode, et notamment, évidemment, pour le décor. Et là, c'est très clair qu'évidemment, il faut aussi que les lumières ressortent,
et ça donne effectivement tout ce contraste. Et on a très peu, mais quelques croquis et esquisses de mode de ces années-là qui, elles, sont sur un fond clair. Donc on peut imaginer aussi... Qui différencie le monde de la lumière, de la mode, et celui de l'obscurité théâtrale. Alors c'est presque assez logiquement que quand il se projette justement vers Paris pour... a priori des études qui vont somme toute être assez courtes, quand il réfléchit avec l'aide de ses parents bien sûr à comment atterrir dans ce Paris tellement fantasmé aussi, eh bien il rentre peut-être avant tout avec cette idée-là. C'est quoi cette lettre, Domitille, qui est assez fameuse dans l'histoire de la vie de Saint-Laurent? En effet, c'est une lettre qui nous est très précieuse parce qu'elle exprime complètement ce désir et ce tiraillement un peu qu'avait Yves Saint-Laurent entre le monde de la mode et du spectacle. Donc c'est une lettre qui date de 1954 et qui a été adressée à Michel de Bruneuf, qui était le rédacteur en chef du magazine Vogue Paris à l'époque, et avec lequel Yves Saint-Laurent va entretenir une relation épistolaire assez courte, hein, en 1954. Juste après qu'Yves Saint-Laurent ait passé le concours du secrétariat international de la LN, pour lequel Michel de Bruneuf était membre du jury. Et suite à ça, en fait, Yves Saint-Laurent va commencer à lui demander des conseils sur sa carrière, ses études, est-ce qu'il doit continuer de passer son bac, est-ce qu'il doit entrer dans la chambre syndicale. Et il lui envoie aussi des croquis, et c'est ce qui va permettre à Yves Saint-Laurent d'être mis en contact ensuite avec Christian Dior et d'entrer dans la maison Dior. Mais ce qui est intéressant ici dans cette lettre, c'est ce qu'exprime Saint-Laurent de ce tiraillement, où il cite d'ailleurs Bérard. Donc je vais vous lire l'extrait qui nous intéresse. Ainsi que Bérard, je voudrais m'intéresser à plusieurs choses qui en réalité n'en font qu'une: décor et costumes de théâtre, décoration, illustration. D'autre part, je me sens extrêmement attirée par la mode. Le choix de ma carrière naîtra certainement d'une occasion dans l'une ou l'autre de mes possibilités. C'est fascinant ça de se dire que Bérard représenterait pour lui une sorte de modèle, qu'il avait identifié son nom, alors grâce notamment, on l'a vu, au fait que ses créations étaient données en spectacle par les tournées, et que sans doute dans la littérature, dans la presse, il avait perçu ce nom, compris qui était ce personnage et qu'il se soit un peu identifié. Et Bérard, pour le situer un petit peu, c'est pleinement un artiste, mais c'est un artiste vraiment pluriel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à la fois peint, dessine, on va dire dans le registre de ce qu'on pourrait qualifier de beaux-arts, mais c'est quelqu'un qui est vraiment touche-à-tout, qui va s'intéresser aux vêtements, qui va collaborer, qui va avoir des amitiés avec de nombreux couturiers, et on l'a vu, qui est aussi pleinement partie prenante de ce monde du théâtre. Alors ce monde du théâtre, enfin, on arrive à Paris, Yves Mathieu Saint-Laurent arrive à Paris. Il plonge dans quel contexte? C'est quoi ce Paris de la première moitié des années 50? Qu'est-ce qu'il y a à voir si on est un jeune homme comme ça, avec peut-être un petit peu d'argent de poche? C'est quoi les grandes scènes? De quoi on a envie? Alors, on est quand même juste après la guerre, dans une certaine reconstruction et réhabilitation de la ville, et puis des moyens plus difficiles, même si bien sûr le spectacle c'est pas totalement arrêté. Il y a à la fois une effervescence, mais qui va apparaître plus à la fin des années 50, mais il est encore dans cette jeunesse justement de Bérard qui va juste disparaître quelques années avant, Louis Jouvet en 51. Donc il y a encore cette fervence artistique qui est forte. Bien sûr, il y a l'Opéra de Paris, bien sûr la Comédie Française, qui sont quand même un peu des théâtres institutionnels, donc la création n'est pas là. Il y a des jeunes créateurs, il y a des jeunes chorégraphes comme Roland Petit qui va pas tarder à en rencontrer. Et puis, il va au théâtre pour découvrir justement certaines scènes. Tout à l'heure, peut-être je voulais juste refaire un retour sur ce que vous disiez, d'imaginer des personnages. Quand on fait du théâtre ou du spectacle, c'est une dramaturgie. Donc il faut aussi concevoir un costume qui va avoir un sens, et certainement qu'il y a des liens, notamment en tous les cas avec une collection. Bien sûr avec une robe, la création, mais aussi avec une thématique d'une collection. Donc s'entraîner à dessiner pour des spectacles qui n'ont peut-être pas joué, qui n'ont pas abouti, mais qui lui a voulu reproduire, c'est aussi forcément travailler son imaginaire dans une certaine manière, et surtout que j'associe toujours moi avec le décor. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les couturiers qui aussi imaginent des décors, même si bien sûr Bérard le faisait aussi justement. Et ça veut dire aussi un travail dans l'espace.
Hein, oui, il y a un travail avec la lumière. Donc ça réunit, bon, un spectacle, c'est non pas que la mode ou la couture ce soit pas un art total, mais un spectacle, c'est vrai que c'était plus un art total, c'est un travail de collaboration où il n'y a pas que un créateur, c'est pas que, enfin bon, il y a toutes ces notions qu'on connaît bien sûr, mais et tout ça a dû forcément alimenter aussi l'expérience et l'imaginaire d'Yves Saint Laurent. Oui, donc c'est un exercice de style qui est, même s'il apparaît similaire, on a l'impression de dessiner une robe pour une collection de couture et de dessiner une robe pour la scène. Alors on reviendra sur des distinctions, parfois des passerelles qui font que souvent ils peuvent peut-être se réunir, mais fondamentalement c'est un autre exercice, c'est un autre... Il y a d'autres enjeux, même si bien sûr nos vêtements expriment d'une certaine manière nos personnalités, il y a cet enjeu de la dramaturgie absolument, et donc lui fait cet exercice-là, on se plie à cet exercice-là. Alors, Yves Saint Laurent... Peut-être une incidence sur des mannequins par la suite, je sais pas. Tout à fait. On rebondira dessus, j'en suis sûre, tout à l'heure. Alors, ici, à Dominici, on rentre un peu dans le vif du sujet, ça devient sérieux, c'est plus des fantasmes, des rêves, c'est plus et si on jouait à être costumier, et si on jouait à être décorateur, là, ça se concrétise un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit ? Oui, ça se concrétise en 1956, donc 2 ans après la correspondance avec Michel de Brunoff. Yves Saint Laurent va réaliser les décors pour une pièce de Christiane Favre-Jaume qui s'appelle Musique de foire et qui avait été présentée au théâtre de Nice puis de Monte-Carlo. Et en fait, donc, c'est la première réalisation concrète d'Yves Saint Laurent pour des décors pour la scène. Et donc on a ici l'affiche qui vous est montrée où Yves Saint Laurent est cité, là, donc d'après les maquettes, décor d'après les maquettes d'Yves Mathieu Saint Laurent. Il avait encore son nom complet à cette époque-là, qui va perdre en 57, juste perdre le Mathieu. Et aussi, donc, premier article de presse où on fait état du coup de Saint Laurent décorateur. Et alors ça c'est intéressant parce qu'il faut aussi imaginer qu'à ce moment-là, Yves Mathieu Saint Laurent est un jeune designer, on dirait aujourd'hui, en tout cas un employé de la maison Christian Dior qui travaille donc dans ce studio créatif à côté du grand Christian Dior qui va malheureusement disparaître 1 an plus tard. Et donc là, il est entre son travail chez Dior, où il assiste dans les collections, il s'occupe aussi, notamment, et j'imagine qu'ici Christian Dior avait bien perçu ça, de la boutique Colli-Fichet. Donc c'est quelqu'un qui, là encore, à qui on va confier une mise en espace. C'est pas anodin, mais à côté, il a l'air d'avoir encore un peu de temps et d'énergie. Ça doit être assez éreintant de travailler pour la plus grande maison de couture française à l'époque. Peut-être aussi gage de sa passion, de son envie de faire aussi partie de ce monde-là. Saint Laurent donc va poursuivre ces dialogues avec la scène. Ça va se poursuivre aussi dans les années suivantes. Là, il est encore chez Christian Dior. C'est d'autres projets qui confirment à nouveau son intérêt. Oui, donc là, on entre un peu dans une autre époque avec les débuts des collaborations entre Yves Saint Laurent et le couple Roland Petit et Zizi Jeanmaire, qu'il va rencontrer en 1957 quand il était du coup chez Dior à l'occasion du bal des têtes pour lequel Yves Saint Laurent avait aussi réalisé les décors et les coiffures de certaines des dames qui étaient présentes à ce bal. Et donc la première collaboration d'Yves Saint Laurent pour Roland Petit, à la demande de Roland Petit, c'était pour Cyrano de Bergerac en 1959 pour le théâtre de l'Alhambra. Et donc là, il le fait au nom de la maison Dior, dont il a été, donc, vous le savez sans doute, de 57 pendant à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, à la tête, à la suite du décès prématuré de Christian Dior. Donc là, il s'affirme finalement pleinement dans ces 2 rôles. Il est complètement un couturier qui incarne cette nouvelle génération qui porte la couture de manière tout à fait triomphante. Et dans le même temps, il continue de creuser un petit peu cet autre sillon avec cette rencontre décisive avec Zizi Jeanmaire. Alors Zizi Jeanmaire, c'est un nom qui peut nous être familier, mais Delphine, j'aimerais bien qu'on la resitue un petit peu. On la connaît plus ou moins, on est familier, mais qui est vraiment Zizi Jeanmaire ? Une grande artiste, une danseuse avant tout. Elle a commencé à l'école de danse de l'Opéra de Paris, elle était danseuse à l'Opéra de Paris, et assez vite, avec Roland Petit, ils ont tous les 2 quitté l'Opéra de Paris pour d'autres univers et certainement une plus grande liberté, et notamment une liberté de création, puisque Roland Petit lui-même, en quittant l'Opéra de Paris, où on est généralement interprète, là, est devenu chorégraphe. À cette époque-là, à l'Opéra de Paris, on ne chorégraphie pas des ballets, mais on est interprète.
Donc tous les deux, même si voilà, leur vie n'est pas d'un seul trait, mais en tous les cas ont cette vie commune et finiront par se marier, et ont des univers artistiques qui se répondent, puisque bien sûr Roland Petit, le chorégraphe, lui-même responsable de plusieurs compagnies de ballet, notamment les ballets des Champs-Élysées, donc quasiment en face de chez Christian Dior. Voilà, il n'y a presque plus qu'à traverser la rue pour aller justement demander avant tout à Christian Dior de participer à certains de ses ballets, notamment un en 1947. Mais lui-même évolue, Roland Petit, dans un univers très artistique, de par des relations familiales. Il est aussi imprégné de Cocteau, de Bérard et de nombreux autres artistes, peintres, Clavé, etc. Donc de toute manière, Roland Petit est alors c'est pas du tout un découvreur de talent, mais pour la scène, il va quand même faire appel, un peu comme les ballets russes, évidemment, il y a aussi toujours cet héritage, à des peintres pour venir faire des créations et comment monter un ballet aussi avec justement une esthétique importante et qui répond justement à ces élans aussi créatifs dans la chorégraphie. Est-ce qu'on ne serait pas là aussi... donc Yves Saint Laurent est extrêmement jeune à ce moment-là. Il a à peu près quel âge? Il est dans début de sa vingtaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il a voilà, à peu près 25 ans. C'est un peu un renouvellement générationnel, non? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi tous portés, que ce soit Zizi Jeanmaire, Roland Petit, qui eux veulent transformer la danse, Yves Saint Laurent qui est en train de repenser ce que c'est que la couture, ou en tout cas son travail de couturier. On est à un tournant précisément, on a un peu laissé derrière nous les années d'après-guerre, enfin les années juste après-guerre, et j'ai l'impression qu'on rentre pleinement à ce moment-là dans un nouveau chapitre avec justement cette génération de danseurs, de créateurs au sens très large du terme, qui ensemble s'attellent pleinement à réinventer un peu les règles du jeu. Un renouveau, et puis pour continuer comme sur Zizi Jeanmaire, outre le fait qu'elle soit danseuse classique, il y a surtout cette appétence et cette découverte de la scène d'un point de vue plutôt musical, cabaret, où là on a quand même là encore des maquettes de Saint Laurent pour un spectacle donné au Palais de Chaillot, justement dans un de ses premiers spectacles du musical. Bon, ils ont tous les deux travaillé à Broadway, etc. pour différents spectacles justement de cabaret, et aussi des films qui ont été montés aux États-Unis justement aussi sur le cabaret, le musical. Donc c'est une nouveauté, je dirais, pour un danseur chorégraphe plutôt classique de formation, de s'ouvrir à ces aspects, et évidemment Saint Laurent répond tout à fait à la magie de ce que c'est peut-être un costume de cabaret, de musical. Alors vous avez choisi une vidéo, que vous vouliez un petit extrait de film. Qu'est-ce que c'est? Alors regardons. Alors c'est un extrait du Casino de Paris, donc du tableau le manteau de diamant. Pardon, un extrait de Zizi Je t'aime, qui était donc un des grands spectacles, je pense, une des grandes revues de musical de Zizi Jeanmaire en 1972, avec plus de 36 tableaux, et dont Yves Saint Laurent donc, a fait les décors et costumes, pas pour l'ensemble, il y avait aussi RT, Léonard Fini. Et donc là, c'est intéressant de voir, bien sûr, Zizi Jeanmaire danser, mais aussi costumé avec ce manteau assez magnifique, entièrement brodé, et ce grand col en fourrure, qui montre aussi l'inspiration, bien sûr, de la mode et le passage entre les deux. C'est des formes qu'on retrouve beaucoup dans les collections Saint-Laurent de ces années-là, les trenches aussi des danseuses autour, avec ce col argenté. Et puis c'était surtout montrer Zizi, son jeu de jambes et sa voix aussi très reconnaissable. Oui, parce que ça ne faisait pas vraiment honneur à la grande artiste, juste de la décrire avec des images. Alors, Zizi est importante, mais il y a d'autres danseuses aussi, et danseurs, qui vont croiser la route de Saint Laurent, avec lesquels il va nouer des histoires, des amitiés aussi. Margot Fonteyn a en commun avec Zizi Jeanmaire cet apprentissage de la danse classique, si je ne me trompe pas. Elle est venue un jour toquer à la porte de Saint Laurent. Comment la rencontre s'est faite? Alors, on n'a pas énormément de traces de cette rencontre. On sait qu'ils se sont rencontrés en 1965 par l'intermédiaire de Clara Saint. Clara Saint qui était aussi très proche de Rudolf Nureyev, et donc tout se rejoint autour de Rudolf Nureyev, parce que Margot Fonteyn a beaucoup dansé aussi avec Nureyev. Et ensuite, en fait, une relation s'est faite avec Yves Saint Laurent, mais plus dans sa vie civile. Il l'a beaucoup habillée, ça a été une grande cliente de la haute couture, et une de celles qui a porté cette robe transparente de 1966, qu'on présente dans une autre version dans l'exposition, en version bleue.
sûrement pour montrer son corps aussi. Alors c'est sûrement elle qui l'a commandé, mais peut-être qu'Yves Saint Laurent lui en a parlé, on imagine qu'il l'imaginait très bien dans cette robe pour la mettre en valeur et à travers cette transparence. Donc la grande ballerine, c'est ça, Margot Fonteyn, qui devient donc cliente de haute couture et qui, on le voit ici très bien, je pense, avec cette photographie. C'est ça qui est assez fabuleux avec la couture, c'est ce rapport assez intime pour le coup entre la cliente et le couturier, le fait que c'est un dialogue, un échange autour du corps, des postures, des manières d'apparaître, de se porter littéralement. Et c'est pour ça que cette idée que Yves Saint Laurent, qui devait comprendre aussi la personnalité de ses clientes, avait sans doute peut-être pu songer à Margot, la grande Margot, dans cette robe. On y reviendra, qui est peut-être aussi un petit peu osée pour une femme du milieu des années 60, mais que peut-être une femme qui a l'habitude de la scène, qui a l'habitude de mettre en scène son propre corps, on peut l'imaginer, là j'imagine, voilà, c'est peut-être aussi un fantasme, mais on peut potentiellement se dire qu'elle aurait peut-être eu un peu moins froid aux yeux que d'autres, précisément parce qu'elle est voilà, encore aussi dans la pleine maîtrise de son corps. Alors, on l'a dit, ce mot, ce nom tout à fait fascinant là aussi, si on s'intéresse à la danse du XXe siècle, Rudolf Nureyev, dont la vie est aussi liée à ces réseaux. On a cité Clara Saint à l'instant, qui a joué un rôle décisif dans son arrivée, ou plutôt le fait qu'il reste en France, quand la compagnie avec laquelle il était venu faire sa tournée, il n'est jamais reparti en Russie. Et donc Rudolf Nureyev a ensuite largement contribué aux grandes heures de l'opéra de Paris. On en hérite encore pleinement. Si on va à l'opéra de Paris, on voit encore beaucoup de ses chorégraphies. Ici, on voit une amitié aussi, c'est-à-dire que là, on n'est plus juste dans l'atelier du couturier, ils sont littéralement attablés ensemble. Donc Rudolf Nureyev, c'était un habitué de ce lieu ici. Oui, je pense surtout un habitué du 55 rue de Babylone où vivait Yves Saint Laurent, parce qu'ils étaient très proches, ils se voyaient régulièrement. Rudolf Nureyev s'est aussi habillé en Saint Laurent, je crois qu'il avait des casquettes, notamment rive gauche au CNCS. Et ce qui illustre aussi bien leur amitié, c'est qu'il a accepté de danser pour la sortie du parfum, le lancement du parfum Kouros en 1981, pour lequel il a dansé à l'Opéra Comique dans le cadre du lancement du parfum. Donc Yves Saint Laurent qui vit aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste une relation à distance, ces danseuses, ces danseurs, c'est aussi des gens dont il comprend les attentes, dont il comprend la vie sur scène, les exigences, et ce qui peut aussi nous permettre de comprendre à la fois son appétence sans cesse renouvelée, mais aussi une compréhension, un respect de ce que c'est que ce vêtement en scène, et ce qui nous va nous permettre de conclure dans très peu de temps. On a encore une dizaine de minutes ensemble avant de prendre des questions avec vous, de s'interroger peut-être sur ces frontières entre ce que c'est qu'un costume de scène et ce que c'est qu'un vêtement. Est-ce que l'un peut être remplacé par l'autre ? Ici, on a un cas qui est assez emblématique, une robe qu'on connaît assez bien dans l'histoire, j'ai envie de dire, canonique de la mode, et notamment de ses emprunts avec l'art. C'est la très fameuse robe Mondrian qu'Yves Saint Laurent présente en 1965, et une image qu'on connaît moins, en tout cas moi je ne connaissais pas, avant que Domiti me la montre, un croquis qui est évidemment très lié à cette robe Mondrian. Alors qu'est-ce que c'est exactement ce croquis de costume de Phébus ? C'est le croquis du costume de Phébus, en effet, pour Notre-Dame de Paris, qui est un ballet de Roland Petit, présenté au Palais Garnier en 1965. Donc la même année que la collection Mondrian, qui elle a été présentée en juillet 1965. Le ballet, la première était en décembre 1965. Donc Yves Saint Laurent est dans ses recherches à la fois pour la collection, à la fois pour ce ballet, et on voit bien des parallèles. Il reprend du coup cette forme de Mondrian
plutôt pour les costumes, enfin que pour des costumes d'hommes, à la fois pour Phébus et pour les soldats qui eux ont un carré rouge et une bleu. Mais il l'adapte à la scène parce que pour les robes, ce sont des pans de jersey qui sont imbriqués les uns dans les autres. Ici, pour le spectacle, il va utiliser du vinyle. Le noir, ce sont des vinyles pour accrocher plus la lumière. Et le jersey blanc va être remplacé par du tulle pour aussi montrer le corps du danseur. Et je pense pour eux qu'ils puissent mieux respirer que dans des jerseys en laine. Et c'est aussi l'idée de représenter les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc l'inspiration Mondrian là, qui va encore plus loin et qui fait hommage à ce lieu. Alors justement, un détail pragmatique, mais qui nous éclaire là sur la culture matérielle du costume de scène, Delphine, voilà, très, très concrètement, quand on regarde un vêtement de couture et qu'on regarde un vêtement qui est destiné à servir de costume, qu'est-ce qui est le plus frappant dans justement cette matérialité peut-être ? En regardant les images, le costume d'homme, on voit qu'il est en mouvement. Enfin, il est dessiné, évidemment, il y a un dessin, il y a une photo, donc c'est déjà pas la même chose. Mais il a des airs de Petit Prince, de toute manière, avec ce voile qui est un drapé assez lourd, hein, qui lui est en lainage dès le départ. Et il y a cette idée de mouvement qu'on peut tout à fait retrouver aussi dans des dessins pour la mode. Là, bien sûr, donc c'est un ballet qui a vraiment fait date, hein, Notre-Dame de Paris. Et la preuve, c'est qu'il est encore au répertoire de l'Opéra de Paris et qu'il est diffusé dans le monde entier, que Roland Petit a remonté dans le monde entier. Nous en parlions aussi tout à l'heure. Aussi. Il continue à être donné dans d'autres compagnies. C'est un ballet conséquent parce qu'il y a quand même de nombreux costumes. Il faut aussi avoir des ateliers pour les fabriquer, retrouver des matériaux, donc tout ça, c'est d'autres contraintes, évidemment. Et puis là, il est adapté, on voit ce qu'il est adapté par la scène parce qu'il y a le mouvement des jambes. Il y a de nombreux personnages, certains costumes aussi dessinés par Saint-Laurent, plutôt des formes aussi assez historiques, entre le Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, avec ces grandes robes un peu de seigneurs qui ont des chapeaux absolument volumineux. Ils sont bien sûr pas du tout adaptés à la danse, mais ce sont plus des rôles de figuration. Donc il a connaissance de tout ça. D'abord, c'est pas son premier ballet puisqu'il a déjà travaillé avec Roland Petit. Ils ont eu quand même de nombreuses collaborations. C'est quand même là quelque chose de très audacieux, notamment pour être donné à l'Opéra de Paris. Et Roland Petit savait très bien ce qu'il faisait, je pense, à ce moment-là, parce que bon, l'opéra était peut-être pas aussi à la pointe de la modernité que dans les années 60. Et je pense que toutes ces notions, et puis c'est vrai que il y a l'inspiration de la peinture, voilà, que Saint-Laurent de toute manière déclinera dans bien d'autres aussi collections. C'en est une parmi tant d'autres et qui décline aussi dans le spectacle. Oui. Alors les emprunts, ils sont mutuels finalement. Il y a à la fois cette idée que Saint-Laurent va parfois prendre un motif, un détail, une composition qu'il aura expérimenté dans ses collections. Mais Domiti, il me semble qu'ici, on a un exemple qui est presque le contraire, en fait, c'est ça ? Oui, là, on a une photo de la collection Rive Gauche du printemps-été 69, où on remarque que Saint-Laurent reprend la même idée que la tunique d'Esmeralda, avec un lassage. Vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est noir sur noir, mais le mannequin là, donc, porte cette tunique qui est lacée comme ce costume d'Esmeralda, et c'est quelque chose qu'Yves Saint Laurent reprend énormément dans ses collections de la fin des années 60, en Rive Gauche, et on pense aussi à la Saharienne qui reprend aussi bien sûr ce lassage et cette forme qui peut faire écho au costume d'Esmeralda. Alors au fil des années, l'amitié, la complicité avec Zizi Jeanmaire se poursuit. Ici c'est un autre modèle tout à fait emblématique de cette histoire de la transparence chez Saint-Laurent. C'est une robe qui a été présentée dans une collection de couture, mais qui ici prend vie grâce encore à Zizi Jeanmaire. J'ai envie de dire peut-être que l'hypothèse qu'on soulevait précédemment avec Margot Fontaine, qui ose l'une de ses premières robes transparentes, là aussi, quand bien même les années 60 sont une décennie traversée par un vent de liberté, surtout vers l'année 1968, là aussi, il y a quelque chose, il faut du cran, en quelque sorte, pour oser porter cette robe fabuleuse. Alors, elle a été notamment portée par un mannequin célèbre, en tout cas qui a fait date dans l'histoire de Saint-Laurent. Et ici, elle est portée par Zizi Jeanmaire. Donc, c'est pas sur scène exactement,
C'est à la télévision, c'est ça? Oui, c'était à la télévision, mais quand même pour un show de musical qui s'appelait le show Zizi Jeanmaire, présenté en 1968, donc juste après la présentation de la collection dont est issue cette robe, qui était en juillet 1968. Et donc, en effet, on peut imaginer que Zizi Jeanmaire a moins peur de porter cette robe parce qu'elle est plus habituée à montrer son corps et elle la porte très bien. Et elle est donc là avec le mime Marceau dans ce show où elle n'a pas seulement cette robe, hein, elle a plusieurs costumes et notamment des robes à paillettes et des plumes aussi sur ses robes. Et d'une certaine manière, ça donne aussi un cadre de réception à cette robe. C'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément d'une nudité, on ne parle pas forcément d'un érotisme avec cette transparence. Tout d'un coup, on la replace aussi précisément, il me semble, dans ce milieu du spectacle. Parce que ce qu'on discerne un tout petit peu sur cette image, c'est ce qui se passe autour de la taille, c'est une ceinture de plumes. Et c'est vrai que quand on pense plumes, on pense notamment à Zizi Jeanmaire qui chantait cette fameuse chanson. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a aussi ces ingrédients de la scène qui sont pleinement revendiqués dans leur dialogue avec la couture. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va peut-être pouvoir parcourir quelques autres exemples comme ça qui nous permettent de comprendre comment, au fil des années, il y a une sorte de va-et-vient entre la couture et les créations de costumes que Saint-Laurent aborde avec un peu la même méthodologie. Est-ce que tu dirais ça? Moi, j'étais très intéressée par ce très bel ce document de travail, en fait. Hein. C'est juste, entre guillemets, des morceaux de tissu épinglés, mais c'est déjà assez fabuleux. C'est quoi cette carte? Là, c'est les recherches de Saint-Laurent pour les costumes de Rhapsodie espagnole, donc qui était dans un ballet aussi de Roland Petit qui avait été présenté festival de ballet qui avait été présenté au Palais de Chaillot. Et donc, c'est un des spectacles du festival. Et en fait, on voit les recherches d'Yves Saint-Laurent sur les couleurs. Il précise bien dans la notation en dessous de ces échantillons que ce qui l'intéresse là, c'est le jeu sur les couleurs et non sur les matières. Et en fait, c'est aussi un ballet où les costumes sont très colorés, où il y a plein d'associations colorées, mais aussi beaucoup l'utilisation du noir et blanc. Donc c'est un peu plus ce qu'on voit dans le croquis à côté avec cette danseuse aux éventails, qui est une forme qu'on va avoir repris bien plus tard dans une collection hommage, la collection en haute couture du printemps-été 90, dans laquelle Saint-Laurent rend hommage à plusieurs personnes qui l'ont inspiré. Donc il y a notamment une robe hommage à Zizi Jeanmaire, mais il y a aussi cette robe en hommage à Christian Bérard, où on voit bien l'inspiration de ces costumes de Rhapsodie, avec donc un haut très moulant en gazard noir et cette longue jupe avec une très longue traîne en organza blanc et rehaussée d'une broderie avec des pompons, et les pompons qui sont aussi très présents dans les costumes de Rhapsodie. Donc autant on avait parfois un costume, un vêtement de couture qui pouvait aller vers la scène, ici c'est pleinement à l'intérieur du défilé l'apparition presque un peu spectrale. Surtout que je me demande, Delphine, en 1990 à quel point le nom de Bérard est connu. En tout cas il est nettement moins que quand il rayonnait lui-même comme ce créateur incroyable. Donc là c'est aussi Saint-Laurent sans doute qui fait un hommage à un certain moment de l'histoire du théâtre, de l'histoire du décor. Je ne sais pas s'il est oublié pour autant, mais il est peut-être moins connu. Du grand public certainement, mais de spécialistes ou de fervents admirateurs comme pouvait l'être justement Saint-Laurent, probablement tout le monde, un certain esprit, une certaine culture, oui, le connaissait. C'est vrai qu'il ne reste pas non plus énormément de traces matérielles sur Christian Bérard, et on parlait tout à l'heure parce qu'il y a eu 2 expositions l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, et il y a très peu de costumes finalement qui existent. Il y a d'autres documents, mais pour quelqu'un qui a quand même beaucoup produit, même s'il est décédé assez tôt. Mais oui, c'est évident que de toute manière un créateur, il n'y a pas de barrière, il n'a pas de frontière dans son esprit, donc de toute manière la création elle tourne et elle ne fait que des allées et venues, et l'un nourrit l'autre certainement par rapport justement à ses souvenirs. Et bon, Saint-Laurent a fait aussi de nombreuses collections en hommage à, donc c'en est aussi une parmi de nombreuses. Alors, quelques autres exemples ici. On n'est pas sur la scène de la danse ou de la musique. Ici, on est pleinement au théâtre. Cette fois-ci, dans quel ordre s'est passé l'emprunt? C'est plutôt l'inverse, en effet. Une collection de haute couture de l'automne-hiver 75. Et à côté, un croquis issu de la pièce Cher menteur de Jean Cocteau, présenté en 1980 au Théâtre de l'Athénée, où on voit donc le costume de
la femme, pardon, j'ai oublié le nom, qui porte cette même robe quasiment que celle de la collection de l'automne-hiver 75. Alors, malheureusement, la robe n'a pas été conservée, on n'a pas d'informations techniques sur la matière, mais on imagine aussi que c'est un velours frappé comme l'était la robe, une matière donc très souple et qui suit, comme on le voit sur le dessin, vraiment le corps de l'actrice. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on peut s'imaginer que parmi les personnes qui assistent au défilé, il y avait sinon l'actrice, du moins des personnes liées à la production de cette pièce. Moi, l'histoire qui arrive, elle m'amuse peut-être encore plus, de se dire que cette très fameuse collection de 1971, à laquelle vous avez consacré ici une exposition il y a quelques années, donc cette collection de 1971 qui marque là encore peut-être un tournant historique, c'est le moment où Yves Saint Laurent va commencer à faire des références à un passé assez proche, voilà, ce serait le sujet de toute une autre conférence, mais c'est vraiment une collection marquante dans son rapport aussi à quels sont les critères esthétiques, qu'est-ce que c'est que le beau, est-ce que parfois une once de vulgarité n'est pas presque plus intéressante que la beauté la plus plate. Donc toutes ces réflexions qui ont marqué des esprits, c'est une collection qu'on a associée à cette idée du scandale. La presse a été assez froide, assez virulente aussi. Eh bien, moi j'aime bien imaginer maintenant, grâce à nos échanges, que peut-être, alors je ne sais pas s'il était effectivement invité au défilé, mais qu'en tout cas, un certain chanteur français, enfin belge, pardon, et pas des moindres, Johnny Hallyday, était peut-être présent, ou en tout cas familier avec cette collection. Qu'est-ce qui s'en est suivi en fait ? Oui, parce qu'après, il a donc commandé, on ne sait pas exactement comment ça s'est fait, on imagine c'est lui qui a demandé à Yves Saint Laurent de le costumer pour un de ses spectacles en 71 à l'Olympia, et il va demander de refaire cette veste de la collection du printemps-été 71 avec donc la même broderie et une veste qui est réalisée sur un satin bleu électrique, vraiment très, très remarquable. Alors c'est vrai que là on avait beaucoup parlé de femmes, et à juste titre, Yves Saint Laurent est quelqu'un qui habille les femmes, mais là c'est d'autant plus intéressant aussi comme passerelle de le voir en train de penser aussi cette masculinité en scène, et voilà, de l'associer avec cette collection, c'est d'autant plus frappant. Delphine, je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier à dire de Johnny Hallyday, de son rapport au costume. De manière assez novice, j'ai l'impression que dans ce qu'on a un peu parcouru, dans cet intérêt pour le musical manifesté par Zizi Jeanmaire et Roland Petit, Johnny Hallyday, c'est effectivement quelqu'un qui était assez en lien avec une culture anglophone et peut-être encore plus précisément américaine. Dans ces jeux de scène et ces jeux de costumes, qu'est-ce que ça représente aussi à cette époque-là ? Beaucoup de choses certainement, parce que quand même un artiste, alors ça vaut pour le théâtre mais aussi pour le rock ou la chanson, la variété, doit être vu sur scène. On n'a pas évoqué, mais aussi les motifs, ne serait-ce que Mondrian, etc. Enfin, le motif, le costume doit avant tout distinguer le personnage. De loin, en fait. De loin. Et de nombreux artistes, interprètes disent, quand j'arrive sur scène, avant même d'ouvrir la bouche, il faut qu'on me reconnaisse, il faut qu'on me voie, il faut qu'on me distingue. Bon, aujourd'hui, on vit à des périodes où l'éclairage électrique fonctionne, mais bon, le spectacle n'a pas toujours été illuminé dans on parlait d'éclairage. Et un chanteur aussi, on avait fait justement une exposition où on voulait évoquer aussi le costume justement de la chanson, de la variété. Et alors, à la différence des spectacles, même s'ils peuvent avoir des danseurs, ils sont quand même plus souvent seuls en scène et il n'y a pas toute une dramaturgie. Enfin, il y a une dramaturgie de plus en plus. Et Johnny a quand même été le roi des spectacles, enfin, il n'est pas le seul, mais qui a quand même fait des shows énormes. Mais c'est intéressant cette proximité de date, puisque c'était un chanteur populaire, un peu, voilà, et de la jeunesse aussi, et qui s'adresse à un couturier. Bon, alors est-ce que c'était aussi en lien avec Sylvie Vartan, etc., etc. Mais ce rapprochement est intéressant, les coiffures aussi des deux artistes. Alors, on aurait tant à dire, à la fois sur les styles capillaires que sur la redéfinition aussi, je pense, de la masculinité pour l'un comme pour l'autre. Ces années 70, et notamment ce début des années 70, si vous visitez l'exposition, il n'y a pas que les mannequins et les clientes d'Yves Saint Laurent qui se dévoilent, il y a une très célèbre photographie qui vous accueille d'une certaine manière. Vous vous rappelez sans doute de cette photographie d'Yves Saint Laurent qui pose nu pour la promotion de son parfum. Donc voilà, plein de questions ici qui se soulèvent.
mais il est déjà 19h55 presque, et je vous l'avais promis, un petit temps d'échange. On n'a plus que 5 minutes, on peut déborder très légèrement, mais si vous avez certaines questions sur Johnny Hallyday, sur Yves Saint-Laurent, sur ces fabuleuses danseuses que l'on a évoquées, Zizi Jeanmaire, Margot Fontaine, ou sur les rêves du jeune Saint-Laurent à Oran. Je pense qu'on a... Est-ce qu'on a besoin d'un micro? Non, pas forcément. Une question indirecte, parce que je vois la rue Spontigny qui est citée. Comme j'y passe souvent, je pense à Yves Saint-Laurent, mais jusqu'à quand il a été rue Spontigny? Je suis étonné qu'on le voit si tard, je me suis remarqué si je dis bien. Ils ont quitté la rue Spontigny en 1974. Ah d'accord. Ouais. Donc la rue Spontigny qui était l'une des premières, si ce n'est la première adresse, hein, c'est ça, ouais, de la maison de couture, donc ils y sont restés de 62 à 74, fin de l'année 61 à 64. D'accord, et ils sont arrivés ici juste après. Très bien. Oui. Est-ce que c'était les mêmes ateliers qui réalisaient les vêtements des clientes que les vêtements de scène? C'est une bonne question. C'était pas les mêmes ateliers en général. C'était beaucoup la maison Karinska, notamment pour le ballet. Pour le musical, je sais moins, on a moins de traces. Donc c'est une maison spécialisée, oui, c'est ça? Irène Karinska, oui, qui est la maison Karinska. Sa mère, Barbara, est partie aux États-Unis. Ce sont des Russes qui se sont installés en France. Bon, toute une époque aussi des Russes qui sont venus, et notamment des dames, entre des dames qui travaillaient sur la couture et des ateliers justement qui sont venus. La Russie, après la Révolution, a fourni justement de nombreux artisans dans ce domaine-là, et bien sûr sur la couture, sur la broderie, mais aussi plus tard, notamment sur aussi tout ce qui est la décoration de costumes. Donc Irène Karinska avait son atelier rue Washington, et elle habillait essentiellement, on va dire surtout les premiers rôles, mais pas uniquement, alors que des ateliers comme l'opéra pouvaient faire aussi d'autres rôles. Donc ils avaient surtout les solistes. Et c'est intéressant parce que maman, la fille de Karinska, a travaillé pour la Fondation Saint-Laurent. Oui, vous ne saviez pas? Ah oui, bon, voilà. Donc voilà, quand elle est décédée ensuite, maman, elle a travaillé aussi quelques années ici, voilà, pour justement compléter, parce que évidemment, Yves Saint-Laurent avait bien connu sa maman. Et donc là, ça répond aussi à certaines des choses qu'on disait précédemment, dans le sens où un atelier de couture, tout aussi talentueux et virtuose soit-il, n'est peut-être pas formé. On parlait d'une chose toute bête, il faut que les coutures soient très solides sur un costume de scène. Oui, généralement les costumes sont faits pour résister, notamment dans la danse, et c'est bien. Alors aujourd'hui, l'Opéra de Paris, la Comédie Française, tous ces grands théâtres nationaux ont des ateliers propres intégrés. Il reste quelques ateliers aussi privés, ou alors il y a ce qu'on appelle les ateliers volants qui vont créer justement pour un spectacle, pour un film. Donc jusqu'aux années 70, il y avait beaucoup plus d'ateliers privés qui existaient. Pour le musical, il y a Mine Barral-Vergès, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui existe encore, qui n'a plus son atelier à proprement parler, mais qui aujourd'hui travaille notamment pour le Moulin Rouge, mais qui a eu son atelier depuis les années 60 jusqu'aux années 2010, qui a essentiellement travaillé justement pour le Moulin Rouge, pour les Folies Bergères, pour toutes ces grandes maisons. Ce n'était pas la seule, mais c'est un des grands noms qui est resté. Donc le créateur, quel qu'il soit, lui, il va toujours faire le processus du dessin. Il y aura toujours l'échantillonnage qui sera fait ensuite par l'atelier, et puis des essayages aussi des artistes. Donc quand on est à l'Opéra de Paris, les artistes peuvent facilement essayer dans les ateliers de l'opéra que de venir. Et c'est certainement pas la même main. C'est un travail artisanal aussi, c'est pas du tout les mêmes matériaux. Voilà, dans la danse notamment, ou sur spectacle, il peut y avoir aussi cette idée de nudité qui n'est pas toujours réelle, qui est parfois feinte. Évidemment, le chair, le tulle, la dentelle peuvent aussi évoquer la nudité, et peuvent aussi être tout à fait présentes, bien sûr. Delphine, je ne pouvais pas rêver de meilleure conclusion à cette conférence qui clôt le cycle autour de la transparence, cette réflexion qui ouvre, j'ai l'impression, aussi tout un autre boulevard, c'est-à-dire que dans ce contexte des scènes et des ateliers qui habillent ces corps en scène, le rapport à la nudité, au dévoilement est lui aussi artificiel par définition, et c'est sans doute ça quand même qui a dû intriguer Yves Saint-Laurent, ou peut-être auquel il a été confronté, et qui aurait pu en partie expliquer sa création, sa créativité, que vous pouvez là encore découvrir dans les salles à quelques pas d'ici. Je voulais vous remercier toutes les deux pour cet échange qui passe comme toujours très vite, et pour vos éclairages, voilà, je reste sur la métaphore lumineuse jusqu'au bout. Merci Delphine, merci Domédie. Merci à vous.